Hawking, lui, a un raisonnement qui est différent, mais qui va exactement dans le même sens. C'est-à-dire, voilà, il y a un espace des possibles. Vous voyez, ça, c'est l'ancêtre commun ici. Et ça, c'est une trajectoire. Voilà, une trajectoire dans le chemin de l'évolution. Et là, vous avez un joli demi-cercle, comme ça, là. Et ici, vous avez les hommes, les chimpanzés, les chiens, et puis là, vous avez les calamars, et puis là, vous avez les bactéries, et puis là, vous avez les plantes vertes, etc., etc. Et chaque trajectoire part de l'ancêtre commun, et par une série d'ancêtres, arrive ici, ou là, ou là. Et chaque trajectoire a une probabilité quasiment nulle de se produire. Mais évidemment, quand on gagne au loto, on avait une probabilité quasi nulle de gagner. Ça, récemment, une Espagnole a gagné, je ne sais pas, 130 millions d'euros, je crois, à l'euro million. Sa probabilité était infime, mais bon, il y a bien un vainqueur. Donc, il y a des vainqueurs au grand jeu de l'évolution. Simplement, si on fait les tirages, eh ben, les vainqueurs ne sont pas les mêmes. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre cette logique. La logique de cette vision, c'est de dire l'espace des possibles est immense, absolument gigantesque. Et donc, une trajectoire qui part d'ici et qui arrive à un endroit précis n'a pu se produire qu'une seule fois, pas seulement sur Terre, non, une seule fois dans l'histoire de l'univers. Un certain nombre d'entre vous étaient ici et vous vous rappelez ce que Michel Morange a dit à la fin? Je me rappelle très bien, il était par là, il était en train de circuler par là et il disait, à un moment je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que vous êtes pour une vision darwinienne? Il ne peut pas y avoir un autre être vivant identique sur une autre planète. Pas forcément l'être intelligent. J'avais sorti l'argument de dire, si on trouve un extraterrestre totalement tentaculaire et qui ne ressemble à rien de connu, mais qui nous envoie une photo dans laquelle il tient, par exemple, un chat dans les bras, eh bien, justement, ce sera une preuve contre le darwinisme. Et Michel Morange a sursauté, a dit « Ah oui, c'est justement ce à quoi je ne crois pas, la possibilité d'avoir un chat ou d'avoir un être vivant identique à un être vivant terrestre sur une autre planète. » Donc, c'est ça qui me paraît la question centrale. Et un certain nombre d'entre vous ont bien sûr lu mon ouvrage « Notre existence a-t-elle un sens ?» Vous savez peut-être qu'il vient de franchir les 25 000 exemplaires. Je précise au passage, j'en suis assez fier parce qu'il se vend encore à 300 exemplaires par mois, plus de 2 ans après sa sortie. Donc, ça montre qu'il s'est vraiment enraciné, contrairement à notre époque de zapping où les choses durent pendant 3 mois ou 4 mois et disparaissent. Eh bien, il y a un passage dont je ne suis pas content. C'est le chapitre 12 qui s'appelle « Recherchons Einstein de la biologie ». Et c'est le chapitre qui est justement consacré à la recherche, à la nécessité d'une nouvelle théorie de l'évolution, après le chapitre 11, où je présente toute une série de critiques du darwinisme, et le chapitre 10, où je présentais toutes les positions des plus darwiniens jusqu'aux moins darwiniens. Eh bien, c'est pour ça que j'ai ressenti le besoin, après ce livre, la chose la plus importante, c'est d'essayer d'étudier cette question et de refaire ce qui ne me satisfaisait pas, donc dans cet ouvrage, le chapitre 12, qui me paraissait le plus faible pour ceux qui ont lu l'ouvrage. Donc, la première idée essentielle, c'est donc cette idée de convergence. La nature produit des organes complexes identiques chez des êtres vivants si éloignés que leurs ancêtres communs ne pouvaient pas avoir l'organe en question. En gros, ce raisonnement consiste à dire on n'a pas de photo d'extraterrestres. Bon, on en aura peut-être un jour, on n'en aura peut-être jamais. Donc, tant qu'on ne connaît pas la vie, bien sûr, ce serait beaucoup plus fort d'avoir un jour, vous savez, ce n'est pas de la science-fiction, le projet SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, a en permanence des détecteurs pour essayer de détecter un signal. Bon, si un jour on tombe sur une photo envoyée par une civilisation lointaine, bon, c'est le jackpot, mais ça n'arrivera peut-être jamais. Donc on ne va pas se croiser les bras et attendre un improbable événement pour essayer de trancher une question aussi importante sur la nature de l'évolution de la vie. L'évolution est-elle reproductible ou non? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder sur Terre. Et ce qu'on va regarder sur Terre, on va se dire, on va faire le même raisonnement. Évidemment, c'est moins fort, parce que sur Terre, les êtres vivants ont un ancêtre commun. Donc, évidemment, sur 2 planètes différentes, le raisonnement serait beaucoup plus fort. Mais ici, l'idée est la suivante. Si vous prenez un être A et un être B, qui sont suffisamment éloignés pour que l'ancêtre commun n'ait absolument pas des structures complexes dont ils sont porteurs, alors, dans ce cas-là, vous pouvez commencer à développer l'argument que cette structure est en quelque sorte convergente, qu'elle est inscrite dans les lois de la nature, et vous allez comprendre de mieux en mieux cette idée, donc avec l'exemple très connu et très étudié, qui est l'exemple de l'œil. Alors, l'exemple de l'œil, vous avez ici un œil tout à fait
classique de vertébrés terrestres. Hein, vous voyez, avec ici donc voilà, l'iris, là vous avez le cristallin, vous avez une cornée qui est devant vous voyez, la cornée qui est devant le cristallin, vous avez la rétine avec les nerfs optiques, etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est un œil tout à fait classique et évidemment très très différent des yeux que vous connaissez forcément, qui sont des yeux de mouche. Vous avez déjà vu des yeux de mouche avec des petites cellules partout. Hein, ici, il n'y a qu'une seule cellule, mais perfectionnée, hein, qui est le cristallin, contrairement à un œil de mouche qui est évidemment complètement différent. Alors vous savez que l'œil a une grande histoire parce que Darwin écrivait lui-même dans son ouvrage « L'œil m'empêche de dormir ». Il voulait dire par là que l'apparition d'une structure complexe telle que celle-ci, par des mécanismes de hasard et de sélection naturelle, lui paraissait difficile. Eh bien, je vais utiliser un argument exactement inverse. Ça va peut-être vous surprendre, c'est en tout cas, je prétends, une des grandes innovations que mon livre portera à la connaissance du public. C'est qu'en fait, on peut avoir une explication darwinienne de l'œil. Des darwiniens extrêmes comme Richard Dawkins se sont fait un plaisir d'expliquer qu'il y a au départ une toute petite cellule qui peut être une cellule qui peut être sensible à la lumière, que cette cellule peut se dupliquer, donc vous avez deux cellules sensibles à la lumière, et pour un animal, ça peut être intéressant de savoir où est la lumière. Si c'est une simple bactérie, ou une bactérie, ça a cette forme-là, eh bien, elle va par là, si elle voit la lumière, par exemple, parce que peut-être dans la lumière, il y a plus de nourriture pour elle. Donc elle peut avoir un avantage sélectif à détecter simplement la lumière.